Bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup de suivre l'émission Point de vue en ce dimanche 4 avril 2021, marquant la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une belle occasion de mettre en valeur notre vivre ensemble, une fête spécialement dédiée cette année à la jeunesse. D'ailleurs, dans son message à la nation, le président de la République a annoncé de nouvelles perspectives dans le sens de prendre en charge les préoccupations de ces jeunes. Analyse et commentaire avec M. Eladj Ibrahim Sall, président de la commission d'évaluation et de suivi des politiques publiques. Bonjour, M. Sall. Bonjour, M. Ning. Merci beaucoup de répondre à notre invitation en ce jour de célébration de l'indépendance du Sénégal. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de cette émission, la spécificité autant pour moi de cette émission, que nous allons aborder donc sur plusieurs questions que j'ai énoncées. Alors, vous avez suivi le discours du président de la République. L'unité nationale était en exergue dans un contexte où des écarts et autres attitudes ont été notées ici et là. Il fallait nécessairement rappeler cette exception sénégalaise. Oui, je pense que je vous remercie et je salue les Sénégalais et les téléspectateurs à qui je souhaite une très bonne fête de l'indépendance, en commençant bien naturellement par les étrangers qui vivent parmi nous, puisque le Sénégal est une terre d'hospitalité, est un pays d'hospitalité, et il doit le rester, le demeurer, et que l'étranger doit se sentir plus ici chez lui que chez ailleurs. Alors, mais sur ce point, vous avez raison, mais le discours du président de la République, ce qui m'a bien sûr frappé et frappé tous les Sénégalais, je pense que ça a été un discours de rassemblement, d'unité et un discours de paix. Sans doute parce que le président de la République a compris, mais quelque chose de très important, que le Sénégal est un grand pays et que si nous avons la paix et la stabilité, rien ne nous est impossible. Donc nous pouvons conquérir le monde, nous pouvons aller à la conquête du monde, nous pouvons faire du Sénégal un pays de réussite à condition que nous ayons la paix et la stabilité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République s'est investi dans cette mission et s'est donné les moyens, depuis maintenant plus de 10 ans, les moyens de renforcer notre sécurité nationale et de préserver les intérêts de la nation sénégalaise. Ceci étant, mais je pense qu'au-delà de ça, dans le discours du président de la République, mais il y a quelque chose de très fort à mon avis. Je pense que le président de la République a compris que diriger des hommes, des femmes et des hommes, c'est se mettre au service de ceux qui vous obéissent. Ça me paraît très important quand on dirige. Et ça, je ne peux pas ne pas y penser à 2 jours de la fête de Pâques, puisqu'il y a 2 jours encore, Jésus-Christ nettoyer et laver les pieds des apôtres. Quand vous allez dans la Bible à Jean 13, et vous verrez cet échange avec Simon. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. L'idée de se mettre au service de ce qu'on dirige est une idée essentielle dans toutes les religions révélées. Dans le Coran, quand vous allez dans la sourate qui s'appelle Al-Imran à 158, Dieu, Allah parle au prophète de l'islam et lui dit vous devez avoir un cœur doux, même si je vous demande d'être ferme une fois que vous prenez vos décisions, et entre la douceur du cœur et la fermeté du caractère, je vous demande de vous concerter tout le temps. Et ce qui est remarquable dans cette sourate, elle dit « Fabima rahmati min Allahi linta lahum, walau kunta faddan khalizan khalbilan faddu min khawlik, fa'afu anhum wastaghfirhum wa shawhum fil amr. Dieu dit au prophète, et ça ce qui est remarquable, c'est que c'est une sourate qui est descendue quelques jours après la bataille de Uhud, où les musulmans ont été défaits parce que le prophète avait consulté ses camarades. Et la sourate descend et dit au prophète justement, tu les as consultés, on vous a battu et je vous demande plus que jamais de continuer les concertations et de vous concerter. Et je pense que c'est une très grande leçon de leadership et je pense que le président de la République l'a compris parce que quand on n'a pas un cœur doux, on ne peut pas diriger tout le monde. Ne pas avoir un cœur doux et se mettre à rendre des coups à tout moment. Et c'est pourquoi le Coran a dit walaw kunta faddan khalizan khalbilan faddu min khawlik. Bu doon sa xol dafa dëgër ngay defante ñëpp dinañ bëgg dem wàññeeku bàyyi la si gannaaw. Très bien.
Donc vous magnifiez un peu la posture du président de la République qui a d'ailleurs insisté sur des valeurs importantes. Tout à fait. Le civisme par exemple et la citoyenneté. Aujourd'hui, ces valeurs peuvent inspirer une catégorie de la jeunesse qui s'est exprimée récemment, une catégorie de la population notamment, la jeunesse. Pourquoi il est important, selon vous, d'insister sur ces valeurs-là dans le contexte actuel? Alors, et c'est vrai, le président de la République, à un moment, il a dit à la jeunesse en quelques mots, je reconnais vos ambitions et l'avenir vous appartient. Mais sous-entendu, mais l'avenir est plein de risques, l'avenir est plein de périls, l'avenir c'est du danger, c'est des menaces. Et devant ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est de demander à la jeunesse d'arrêter la déconstruction morale qui s'est opérée depuis plus de 50 ans, où on pense que quand on est jeune, on a nécessairement raison, et qu'on ne dise pas la vérité à notre jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle a la force de l'âge, elle a l'ambition, mais elle a besoin de sagesse, elle a besoin de retenue, elle a besoin de discernement, elle a besoin d'apprentissage, elle a besoin d'expérience. Et c'est sur ce point-là qu'il appartient à tous les seigneurs de ce pays d'encadrer encore mieux les jeunes. Il appartient à tous les chefs de famille de mieux élever leurs enfants, d'être beaucoup plus présents, parce que la force, mais sans la sagesse, la puissance sans la sagesse, mais c'est une catastrophe. Et ça a été toute la question centrale autour de la philosophie mais cette liaison entre puissance et sagesse, elle est capitale. Et donc aujourd'hui, la jeunesse, elle doit donc être plus civique que jamais et plus citoyenne que jamais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président de la République nous a demandé à la commission d'évaluation des politiques publiques que je dirige de faire le point sur la politique de jeunesse, avant même la politique de l'emploi. Parce que la politique de l'emploi des jeunes, c'est une chose, mais la politique de jeunesse, elle permet de revenir sur les questions d'engagement citoyen, de citoyenneté, de civisme et toutes ces questions-là, qui pour moi sont au cœur et sont l'enjeu essentiel de notre pays. Maintenant, sur l'unité nationale, il y a quelque chose qui est très implicite, qui est très fort, qui a été dit. Notre devise, c'est un peuple, un but, une foi. Et je voudrais rappeler que le un peuple, un but, une foi, ce ne sont pas des articles indéfinis, mais c'est des articles numériques définis. Ça veut dire que nous avons un peuple, pas deux, nous avons un but, pas deux, et nous avons une foi, pas deux. Oui. Et donc, c'est ce que le président, je pense, a voulu hier symboliser en parlant de pluralisme intégrateur. Parce que tout simplement, notre pays a la particularité... Vous savez, mais une nation, elle se forme comment? Un pays, il se forme à partir de la géologie. De la géologie, on passe à la géographie. De la géographie physique, on passe à la géographie humaine. Et après, il y a les institutions, il y a la vie de la société et de la nation. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que nous avons eu la chance d'avoir un pays qui a une homogénéité, une continuité géophysique extraordinaire, qui a permis les brassages, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une nation de métis et nous sommes une nation de races mélangées. Nous sommes tous venus d'ici et d'ailleurs, et ce qui fait que donc c'est la chance de notre pays. On a un commun vouloir de vie commune. Oui, mais il y a, non, avant même le commun vouloir, il y a une communauté, mais qui est inscrite dans notre ADN, dans nos gènes, parce que nous sommes nés métis. Et ce métissage fait de notre pays un pays de rencontre, de brassage. Et c'est d'ailleurs le cas de, toute la côte mais sénégambienne. Il y a d'ailleurs sur ce point-là un historien qui a fait des choses remarquables, mais sur la Sénégambie, qui a fait des choses remarquables. Et de la même façon, quand vous regardez le tome 2 de l'histoire générale du Sénégal, c'est un tome qui est consacré à la continuité mais géophysique mais du continent et dans lequel mon professeur Mamadou Mané, Rokhaya Tall et Mamadou Tall ont fait des contributions extraordinaires et je saisis l'occasion, mais pour lui rendre un hommage mérité. Donc, je veux dire, c'est ça qui fait le charme du Sénégal et on doit le préserver. Maintenant, je parlais tout à l'heure de la jeunesse. Effectivement, elle est au cœur du discours du président de la République. Vous parliez tout à l'heure de cette nécessaire mise en commun des ressources que nous avons dans ce cadre-là, du point de vue des valeurs civiques et citoyennes. Mais nous allons un peu peut-être comprendre
cette frange de la population. Comment justement appréhender une potentialité qui, en même temps, est un fardeau? Oui, mais dans la vie, malheureusement, toutes les choses sont comme ça. Là où croit la chance, croit aussi le péril. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Dans les questions démographiques du Sénégal, par exemple, mais c'est la situation démographique du Sénégal. Vous avez un côté avantage-opportunité, mais vous avez un lourd côté de menace. Quand vous avez une population jeune qui croît plus vite, mais que la population normale, de 8% d'ailleurs par an, vous vous rendez compte, mais qu'elle triple au bout de 20 ans, très rapidement. Et ça, c'est des besoins pour les structures sanitaires, c'est des besoins pour les structures éducatives, et c'est des problèmes de sécurité. Et quand vous y ajoutez la famille, une famille qui de plus en plus implose, parce que c'est des dames qui sont abandonnées avec leurs enfants, parce qu'il n'y a pas de coaching parental, parce qu'il n'y a pas d'assistantes et de travailleurs éduco-sociaux spécialisés, mais pour appuyer les familles, vous vous rendez compte que la catastrophe, elle commence à l'intérieur des familles. Et elle va se prolonger nécessairement à l'école et puis dans les rues. Et tout ce que vous avez vu lors de ces dernières manifestations, avec des endroits qu'on a brûlés, des protections d'étrangers, mais des choses qui auraient surpris tous les Sénégalais de ma génération et qu'on n'aurait jamais compris, c'est passé parce que tout simplement, il y a un éclatement mais de la structure familiale. Donc, il faut reconstruire les familles. Ouais. Ça me paraît fondamental. Et c'est la base pour tout le reste. Le jour que les familles seront construites, les écoles et les enseignants recevront des étudiants qu'ils peuvent élever. Parce que élève veut dire trouver quelqu'un à niveau N et l'amener à N+1. Et ça, ce sera possible. Et une fois que c'est possible, vous aurez des gens éduqués. Et je voudrais aujourd'hui m'adresser solennellement à la jeunesse pour lui expliquer que la vie et une société et un pays ne se changent pas ni par l'argent, ni par le pouvoir. Elle se change, mais par l'éducation. Oui. Et ça me paraît essentiel, mais que l'éducation soit la centralité à partir de laquelle nous allons construire et nous devons construire notre nation. Et je pense que c'est un enjeu fondamental, mais qu'il ne faut pas rater. Et donc, il faudra expliquer, continuer à expliquer. Mais tout cela, ça suppose aussi que tout se fasse dans le cadre des lois. D'après ce que je comprends ce que je comprends de votre discours, c'est que l'éducation ne se fait pas uniquement à l'école, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais justement, il n'y a que l'instruction qui se fait à l'école, mais l'éducation, elle se fait dans les familles. Et quand on dit le mot élève, mais ça veut dire que vous l'élevez, ça veut dire que vous l'avez pris en N, vous l'amenez à N+1. Mais quand on vous envoie des gens qui sont de niveau N-2 ou qui n'ont même pas de niveau, mais vous ne pouvez rien faire avec. Et forcément, l'école va être un lieu d'échec et de décrochage scolaire et qui va alimenter la rue, le banditisme et beaucoup de choses qu'on voit. Mais je voudrais dire que le plus important aujourd'hui, mais pour la jeunesse, nous, en tout cas en ce qui nous concerne, il faut qu'on fasse un réarmement moral de notre jeunesse. Et le réarmement moral de la jeunesse commence par leur dire qu'il ne faut surtout pas déconstruire l'autorité. L'autorité est essentielle. La deuxième chose, le respect des lois de la République et des règlements, c'est capital. Et ce n'est que dans ça qu'on peut justement évoluer et avancer. J'ai un beau texte de Platon, qui est un texte dans le livre 7 et 8 de la République, et qui dit les choses suivantes. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de personne, alors là, mais c'est le début de la tyrannie. Ouais. Et donc, je voudrais que nous tous nous réfléchissions sur cela et que nous puissions redresser, reconseiller, donner de la sagesse et donner le maximum de chance à notre jeunesse pour qu'elle ait un esprit de conquête, un esprit de réussite et pour qu'elle parte à la conquête du monde. Parce que moi, j'ai foi en le Sénégal. Je crois que nous avons un très grand pays, un très grand peuple et on peut faire tout avec notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons tous les atouts. Mais dans un pays qui a découvert le gaz et le pétrole et dans un pays qui est côtoyé par le terrorisme matin, midi, soir, il nous faut faire extrêmement attention et on ne joue pas avec le pot, on ne joue pas avec des allumettes. Et qui doit s'atteler à cette tâche-là? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, évidemment, au Sénégal, c'est qu'il y a évidemment, il y a le pouvoir, mais il y a une classe politique dans son ensemble qui a un discours envers la jeunesse aujourd'hui.
Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, la première difficulté de la situation actuelle, mais c'est que nous venons de loin. Les comportements qu'on a vus aujourd'hui, mais c'est des comportements qui ont commencé à s'enraciner depuis près de 20 ans, au moins. Donc aujourd'hui, nous avons le traitement du stock. Et le traitement du stock, malheureusement, c'est certains responsables administratifs et certains responsables dans les entreprises, de la société civile, de partout, mais c'est aussi des hommes politiques qui sont aussi le produit de cette dérive éducative. Ils sont devant. Ils sont devant, bien sûr, ils sont devant. Mais alors, un contre-discours est possible, mais le contre-discours, il doit être organisé. Pour moi, les Sénégalais ont besoin de savoir, plus que jamais, leur histoire. Et il est capital qu'on puisse entendre qui sommes-nous. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un discours sur la nation, un discours sur le Sénégal, un contrat social même, si nous ignorons qui sommes-nous. Mais tout le monde sait, les hommes de ma génération regardent ce qui se passe dans les rues et constatent que ça c'est tout sauf le Sénégal. Et donc ce Sénégal-là, il faut le reconstruire. Mais il faut le reconstruire à partir d'une politique de la famille. Tout part d'une politique de la famille d'après moi. Il faut du coaching parental, il faut une éducation, il faut assister les dames qui vivent seules et à qui on a abandonné des enfants. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de scolarités que vous payez à la fin de chaque mois pour des femmes ou pour des dames qui vivent seules et qui ont été abandonnées, qui n'arrivent pas à avoir leur pension alimentaire. Mais c'est inadmissible et c'est inacceptable. Donc il faut protéger la famille en protégeant d'abord les femmes et en mettant les hommes devant leurs responsabilités, en tout cas les chefs de famille à chaque fois, puisque encore une fois, un enfant, ça se mérite, une épouse, ça se mérite, et que donc une famille, ça se mérite. Il faut que le sens de la responsabilité s'installe dans les familles et que l'État comprenne que le soutien des familles est essentiel, mais pour l'avenir de notre pays, pour la paix sociale et pour la défense de notre société. Si le sens de ma question va un peu épouser le discours politique, parce qu'en vérité, c'est la classe politique en général qui capte le discours qui a voix au chapitre, en tout cas, du point de vue. Oui, voilà, alors là, Omar, quel doit être le rapport, de la jeunesse à la politique, mais par exemple. Là, Omar, vous me renvoyez à quelque chose de fondamental, mais qui est la responsabilité de la majorité silencieuse. On ne peut pas vivre dans un pays et que tout le monde se taise et qu'on laisse une minorité développer un discours qui est destructeur pour la société. Ce n'est pas possible. Il faut que les jeunes s'engagent et que le pluralisme soit admis et que la liberté d'expression soit admise. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout citoyen doit avoir la liberté de s'exprimer, de montrer ses désaccords. Et le jour qu'on aura un engagement politique civique sain de cette nature, la démocratie avancera. Mais la démocratie, ça suppose des mécanismes de confiance qu'il est question de mettre en place et que les autorités doivent mettre en place et qui permettront à ce pays de s'épanouir dans la liberté de conscience et dans la liberté des idées. Et pour moi, je crois fondamentalement que la démocratie est une chose essentielle, mais qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyens et que nous devons nous combattre pour qu'il y ait une citoyenneté, nous devons combattre pour que les idées de progrès avancent et triomphent sur les idées d'obscurantisme et de pensée unique. Je pense le problème maintenant, c'est que quand le débat sur la démocratie, quand il est posé dans notre pays, c'est à l'aune des intérêts, parfois de la classe politique. Mais tout à fait. Vous voyez un peu. Non, mais aujourd'hui, il y a un corporatisme de la classe politique, je suis d'accord. Tout comme d'ailleurs, il y a un corporatisme de beaucoup de choses. Vous avez le corporatisme des journalistes, mais ce n'est pas vous qui êtes en question, c'est nous tous. Il y a le corporatisme des hommes politiques, il y a le corporatisme des avocats, il y a le corporatisme même des chauffeurs de taxi. Et on ne peut pas bâtir comme ça une nation. Une nation n'est pas une juxtaposition d'intérêts particuliers. Il faut bâtir le socle commun à partir duquel tout le monde sache que, par exemple, la médecine est trop importante pour être l'affaire des médecins, que la presse est trop importante pour être l'affaire des journalistes. Et c'est comme ça qu'on crée une démocratie participative et c'est comme ça qu'un pays avance. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que chacun s'engage, qu'on instruise plus les gens, qu'on les éduque plus et qu'on sache que la politique et la démocratie, c'est fait pour pacifier une société, c'est pas fait pour se bagarrer, ni pour se donner des coups de poing, ni pour brûler les maisons des uns et des autres. La démocratie est un enjeu essentiel parce qu'elle pacifie la vie de la société. Donc, nous devons organiser les lieux de concertation
et les lieux de dialogue, mais pour que tout ça soit possible. Et je rappelle d'ailleurs, en ce qui me concerne moi personnellement, depuis que le président de la République m'a fait l'honneur de me nommer président de la commission d'évaluation des politiques publiques, nous avons pris la décision de faire des évaluations participatives qui permet à chaque citoyen sénégalais, à partir de là où vous êtes, de rentrer sur un smartphone, d'évaluer, de donner votre opinion sur les projets, les programmes et les politiques publiques qui sont conduites dans ce pays. Donc, ça va être certainement, pour la première fois, mais dans l'histoire du continent, en tout cas, mais je n'ai pas vu un autre pays où ça se fait, tous les citoyens pourront donner leur avis sur toutes les politiques, sur tous les programmes, sur tous les projets, et librement et de façon directe. En plus des évaluations que nous ferons sur le terrain, sur l'ensemble des pays, et dans les coins les plus reculés du Sénégal, nous y serons pour évaluer, pour demander l'opinion, pour enquêter les bénéficiaires des politiques publiques. Et je pense que c'est comme ça qu'on gère la démocratie et qu'on développe la démocratie par le haut, mais pas par le bas. Et je pense que sur ce point-là, vous avez une responsabilité historique, les journalistes, puisque dans ce qui est une sorte de de rabais de la démocratie, souvent quand vous lisez la presse en ligne, souvent quand vous lisez beaucoup de choses, mais vous avez mal. Et vous dites, bon, c'est vrai que partout, il y a des brebis galeuses, excusez-moi de l'expression, mais aujourd'hui, il faut que l'État sache que armer la presse, lui donner les moyens, assurer sa professionnalisation, veiller au respect des règles déontologiques, c'est une question majeure. Mais assainir, mais en donnant les moyens. Aujourd'hui, on a besoin des moyens et en face des moyens, il faut un contrat et des résultats. Il faut professionnaliser la presse et ne pas permettre à n'importe qui de pouvoir s'asseoir n'importe où et de pouvoir dire n'importe quoi. À ce sujet, je conclus, mais sur quelque chose. Il y a un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault, mais que j'ai eu la chance de connaître, et qui disait que ce qui structure l'ordre social et qui fait l'ordre des sociétés, c'est ce qu'il appelle le grand partage. Le grand partage, c'est quand est-ce qu'on doit dire, où le dire, par qui le dire, à quel moment. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société où on peut dire tout et son contraire, par n'importe qui, à n'importe quel instant, sur n'importe quelles instances. Et je pense qu'il y a une mise en ordre de notre société qui me paraît essentielle, parce que je pense que pour préserver l'ordre social, il faut veiller une responsabilité partagée, hein, au-delà même de la presse. Mais bien sûr, mais la presse est remarquable, elle est honorable, et j'ai de l'estime extraordinaire pour la presse. Je vous comprends. Parce que mon premier métier a été d'être journaliste pendant des mois, M. Babacar Touré, à Sud d'ailleurs. Paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est d'une façon de lui on va reparler tout à l'heure de l'évaluation, notamment des politiques d'emploi. Mais il faut peut-être qu'on apprécie ce programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes qui va sanctionner les travaux du prochain Conseil présidentiel annoncé par le président de la République. Partant des besoins que vous connaissez et du schéma inclusif qui est en cours, est-ce qu'on peut avoir les chances vraiment de réussir le pari? Oui, très bonne question. C'est sur le programme d'urgence. Mais je voudrais tout simplement vous dire quelque chose. Un point d'histoire, que la question de l'emploi est une vieille question dans notre pays. Il y a 1981, c'est plus de 40 ans. La plupart des jeunes qui étaient dans la rue n'étaient même pas nés. Le premier programme, le premier gouvernement d'Abdou Diouf, quand il venait au pouvoir le 1er janvier 1981, il disait la chose suivante. Il disait « Toutes les actions de mon gouvernement concourent à relever un défi, mais celui de l'emploi. Assurer un emploi aux jeunes diplômés aux universités, donner aux femmes toutes les chances pour acquérir un métier, donner la priorité aux projets créant le plus d'emplois, assurer la paix sociale dans les entreprises, stabiliser les emplois, ce sont là les axes de mon nouveau gouvernement. » Et ça, c'était en 1981. L'emploi était déjà un problème. Et je rappelle que les premières initiatives en matière d'emploi des jeunes étaient là depuis 1973. Elles portaient sur le projet kiosque à pain. Après, il y a eu les magasins témoins. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'emploi a toujours été en permanence et de façon continue un problème pour le Sénégal. Mais pour une raison simple, c'est parce que la pression démographique et les taux de fécondité n'ayant pas été modifiés, on s'est retrouvé dans une situation où on devait gérer de plus en plus des flux additionnels de demandeurs d'emploi. Alors que, comme vous le savez, l'offre d'emploi, elle est plus complexe, elle dépend de la décision d'investir des uns et des autres. Elle dépend mais des types de technologies qu'on introduit
elle dépend de l'image de marque du Sénégal. Est-ce que le Sénégal est bien vu ou pas pour protéger les intérêts des investisseurs et pas? Donc tout ça joue à l'équilibre, au résultat en fin de journée, mais sur le marché du travail, elle le détermine. Oui. Et donc sur beaucoup de points, nous avons mis des moyens, mais les moyens n'ont pas été organisés dans le cadre d'une politique globale intégrée. Et aujourd'hui, on a la chance, j'ai sous les yeux et sur ma table un programme national, mais de l'emploi. J'ai sur ma table une stratégie nationale, mais de formation professionnelle, qui, à mon avis, pour une fois, reviennent à lier tout, lier les investissements publics, le cadrage macroéconomique, la création d'entreprises, la formation professionnelle, jusqu'au système d'information. Donc, je pense que ceci est très important. Et dans le cadre, moi, de l'opération que je suis en train de faire, qui est une évaluation de l'ensemble des politiques publiques, j'ai au moins une 150aine de questions menées par 50 experts qui vont auditionner plus de 200 personnes sur les questions d'emploi. Et nous sommes tenus de remettre à M. le Président de la République un rapport dans le mois qui suit. Alors, donc, tout ça sera fait. Et la stratégie, elle est très simple. Aujourd'hui, à court terme, il y a des problèmes qu'il faut régler. Et dans le court terme, nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. C'est tout ce qui a, où n'est pas allé à l'école du tout, où c'est arrêté au certificat d'études. Aujourd'hui, c'est le grand pas. Et cette cohorte de demandeurs d'emploi, c'est pour eux le programme d'urgence essentiellement. Je veux dire que, il faut regarder dans l'agriculture, parce qu'il y a des pans entiers sur l'agriculture et l'agroalimentaire, et il y a de très bonnes simulations qui ont été faites par des économistes de Dakar et M. Cabral, et qui sont très précises, mais sur l'impact du PPSE sur cette catégorie-là. Et qu'après ce programme d'urgence, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut malheureusement ne pas s'arrêter à eux, il faut monter jusqu'au doctorat, parce que tout simplement, l'objectif de transformation structurelle de notre économie va nous obliger justement à avoir une main-d'œuvre en adéquation avec la transformation structurelle. Ça veut dire qu'on aura besoin d'ingénieurs et que dès 2024, quand il faudra commencer l'exploitation du gaz et du pétrole, nous avons des niches énormes de création d'emplois, mais sur la frange haute et sur la partie que j'appellerais qualifiée, mais de la main-d'œuvre. Donc, au-delà d'un programme d'urgence, il y a des réponses structurelles à apporter. Oui, le programme d'urgence, mais pour moi, c'est le moins important. La question essentielle, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi les transformations structurelles sur le marché du travail, sur ce qui vient sur le marché du travail, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise, et il faut le développer depuis l'école primaire, en passant par la formation professionnelle. Il faut aujourd'hui donner à tous les Sénégalais une possibilité d'une formation tout au long de la vie. Et d'ailleurs, dans l'évaluation que le président de la République nous a demandé sur le système de santé et notre politique de santé, nous voyons là nettement, même au niveau des médecins, qu'il y a une nécessité d'avoir une formation continue pendant tout le reste de la vie pour les médecins, mais qui exercent. Parce qu'on ne peut pas soigner quand pendant 3 ans ou 5 ans, vous n'allez pas à un congrès international. Et on ne peut pas continuer à laisser au laboratoire le soin de financer cette formation et à développer des relations de conflit d'intérêts qui peuvent nuire à notre santé et à la qualité du diagnostic que les médecins vont faire. Donc, cette formation, elle est importante pour une raison très simple. Parce qu'un emploi n'a pas une durée de vie de plus de 10 ans, Omar. L'emploi, au bout de 10 ans, il disparaît. Donc, il ne faut pas protéger l'emploi. Il faut protéger l'employé en lui donnant accès à une formation continue. C'est ça l'idée. Et l'idée, et c'est la réponse à tout ce que... des personnes m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi il y avait telle usine? Elle est fermée. Pourquoi il y avait telle usine? Elles sont toutes fermées. Et je leur dis, mais c'est normal. L'économie, c'est une création destructrice d'emplois. Vous détruisez des emplois et vous en créez. C'est vrai que Sotiba n'existe plus. C'est vrai que l'usine Bata n'existe plus à Rufisque. Mais en même temps, vous avez beaucoup d'entreprises sur le numérique, mais vous avez un centre de gestion des données, mais qui va assurer la souveraineté digitale, comme le dit le président de la République, mais qui va embaucher plus de 7000 personnes. Et c'est comme ça la vie. Donc, ce sont les employés. C'est un processus qui doit accompagner. Mais c'est un processus qui doit accompagner. Et même la mise en face entre les références métiers et les références de compétences, il faut les réinitialiser et les actualiser tous les jours et de façon très fréquente. C'est ce qui permet aux gens de se former.
Et encore une fois, je voudrais dire à tous les jeunes qui aspirent à de l'emploi qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir un emploi qui tienne et qui soit durable, c'est la formation et travailler sur les axes de formation professionnelle et d'insertion. Et aujourd'hui, Dieu merci que ce processus, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il a fait l'objet d'une territorialisation et que partout que vous puissiez être au Sénégal, aujourd'hui, mais vous pouvez avoir accès à des centres de formation. Aujourd'hui, on sort du Djangou de Koki, de Dara, en passant par une porte et en rentrant dans un centre de formation professionnelle. Aujourd'hui, ça va être présent dans les 45 départements. Le président de la République a demandé des guichets uniques pour tout ce qui accompagne l'entrepreneur, les fonctions de conseil, de financement et tout, dans les 45 départements du Sénégal. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer aussi tout ce dispositif, mais de formation professionnelle. Et nous allons poser toutes les questions pour améliorer le système et le rendre plus efficace. C'est très important, mais ce qui rend l'exercice assez complexe, c'est l'urgence. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont, qui s'expriment, qui veulent du travail et qui n'ont pas de qualification. Oui, mais et l'écrasante majorité, c'est... Oui, mais c'est à eux que je dis que le programme d'urgence s'adresse à eux, mais ils seront dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, c'est là où on trouve les niches. Mais aujourd'hui, on ne peut pas... on ne peut pas embaucher quelqu'un dans le numérique, mais s'il ne maîtrise pas l'ordinateur. Absolument. Et s'il ne maîtrise pas l'informatique. Donc c'est ça l'enjeu. Il y aura un programme à court terme d'urgence où on va mettre beaucoup de milliards pour absorber les jeunes, mais il faut aussi éviter dans une économie de créer de faux emplois. On a vu ça dans le système soviétique pendant des années et des années. Ils nous ont fait croire qu'il n'y a pas de chômage dans les pays communistes et on s'est rendu compte que c'est toute l'économie qui débouline en un moment. Parce que tout simplement, les emplois doivent être de vrais emplois et les emplois doivent être durables. Et d'ailleurs, l'un des premiers enseignements que nous avons eus sur la période, sur le mandat du président de la République 2012-2019, c'est que les objectifs d'emploi ont été atteints, mais la qualité des emplois n'y était pas. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle... Ça donne sens à l'évaluation. Oui, mais ça donne sens à l'évaluation. Nous allons continuer à évaluer et nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire mais pour redresser la situation. Mais encore une fois, je reviens sur quelque chose d'essentiel, mais c'est l'évaluation. Nous avons mené des politiques publiques depuis 60, et c'est l'occasion de le dire aujourd'hui en indépendance. Mais nous n'avons jamais évalué les politiques publiques. Et grâce donc à l'initiative du président de la République, aujourd'hui, on va évaluer toutes les politiques publiques, on va évaluer tous les programmes. Et je pense que c'est les nations qui évaluent les politiques publiques de façon sérieuse et rigoureuse, qui peuvent rectifier les trajectoires, et tout notre avenir en dépend. Sinon, on va mener des politiques, on va dépenser des ressources, on ne saura pas si les politiques sont efficaces. Et en plus, on va brouiller le débat politique, puisque aujourd'hui, aucune personne ne peut dire au Sénégal si telle ou telle politique a échoué, parce que les politiques n'ont pas été évaluées. Quand une politique n'est pas évaluée, mais vous ne pouvez même pas dire qu'elle a échoué. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut évaluer, continuer d'évaluer. Et sur ce terrain-là, il y a plusieurs... Voilà, il y a plusieurs instances, mais qui sont appelées à évaluer. La Cour des comptes évalue, l'IGE évalue, le Conseil économique social peut évaluer, mais l'Assemblée nationale peut évaluer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour toutes ces institutions, l'évaluation n'est pas la mission principale. C'est à peu près la 3e ou 4e mission. Et que nous, seuls, nous avons l'exclusivité d'avoir une mission exclusive qui est l'évaluation. Nous ne faisons que de l'évaluation. Il s'y ajoute que nous faisons de la méta-évaluation. Ça veut dire que nous évaluons les évaluations. Et nous mettons en place un système national d'évaluation. Nous mettons en place une culture mais de l'évaluation sur l'ensemble du pays, même à la RTS, même sur les programmes. Et nous mettrons enfin une doctrine nationale mais de l'évaluation. Et nous sommes en train de travailler dans tout cela parce que tout simplement, le président de la République a nommé des membres du conseil d'administration et de la commission qui sont des experts extrêmement éprouvés sur l'ensemble du monde et qui sont des personnes qui sont les mieux habilitées pour aller dans ce sens et dans le sens d'une transformation. Et un dernier point que je n'ai pas dit. Pour la première fois aussi dans notre histoire, nous n'allons pas évaluer pour mettre dans les tiroirs. Nous évaluons pour faire des recommandations au président de la République et aussi pour conduire les projets de transformation ministérielle et les projets de transformation de l'action publique qui doivent accompagner la transformation. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons demandé aux ministres concernés, évalués,
d'être les chefs de file, mais de l'évaluation, pour qu'avec le cadrage méthodologique que fait notre commission, qu'ils puissent justement être au cœur du processus d'évaluation et de transformation de l'action publique. Oui. Et je pense que ça, c'est un élément, c'est une particularité sénégalaise, encore une fois. Mais moi, je suis persuadé que si la culture d'évaluation est développée dans notre pays, dans 3 ans, on ne parlera plus d'inefficience de l'État. On fera, du coup, à coup de transformation ministérielle, une réforme de l'État. Et la grande question, aujourd'hui, c'est la question des réformes d'État. C'est 60 ans pendant lesquels nous avons mené des politiques ambitieuses, mais où nous n'avons ni organisation, ni État qui puisse accompagner, ni exécuter ces politiques publiques. Et il faudrait aller dans le sens de cette transformation-là. Et vous verrez que tout va s'en ressentir mieux. La santé, les conditions de détention dans les prisons sur lesquelles d'ailleurs nous menons une évaluation, puisqu'on fera le tour de toutes les prisons du Sénégal pour voir si les critères, mais de ce qu'on appelle les 122 critères, des principes de Mandela sont respectés, mais dans les prisons. Il y a une évaluation qui a été lancée. Il y a une évaluation qui est lancée sur toute l'administration du Sénégal pour voir est-ce qu'ils ont les capacités de mener les politiques qu'ils sont en train de décrire ou pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une mission très ambitieuse de votre structure. Mais sur le cas précis de l'emploi, aujourd'hui, quel va être l'impact de ces évaluations sur le programme en cours? Parce qu'on a dans le discours noté l'existence de plusieurs mécanismes de financement de l'économie, de l'emploi, qui ont été mis en place par le président de la République. Aujourd'hui, on parle de rationalisation, on se demande où est l'efficacité de telle ou telle structure. Quels sont les résultats qui vont être portés à la connaissance du public dans ce cadre? Mais alors, vous posez la même question que M. le Président de la République, et comme c'est mon patron et c'est mon supérieur, c'est à lui que je vais donner d'abord les résultats et bien entendu à tous les Sénégalais. Mais la première chose qui se pose, c'est qu'effectivement, nous sommes pressés de savoir si les mécanismes sont efficaces, si les politiques menées sont pertinentes, si les programmes qui sont menés ont un bon design, si les processus de mise en œuvre sont bien faits, si l'effet de la qualité, si les qualités sont de bonnes, ont des effets considérables, mais si les impacts, ainsi de suite. On a besoin de savoir tout, y compris si on ne fait pas du saupoudrage en gaspillant de l'argent à droite, à gauche. Il y a même des questions, pour vous dire, qui sont posées sur l'équité, l'équité et l'accès au crédit. Est-ce qu'il n'y a pas certaines catégories qui sont favorisées, d'autres qui ne sont pas favorisées? On se pose toutes ces questions-là, sur la répartition géographique, sur la tête des gens à qui on a accordé les crédits. Donc, toutes ces questions sont posées. Je vous ai dit, il y a 150 questions évaluatives, dont chacune peut faire l'objet d'un rapport, qui vont être examinées, remises au président de la République, et le président de la République en tirera toutes les conséquences pour ajuster l'action. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays. Maintenant, si vous voulez que je vous parle très clairement, disons que l'évaluation des politiques publiques n'est pas un SAMU, un service d'urgence médicale. Ce n'est pas parce qu'il y a un accident que je cours pour aller quelque part. Une programmation, une mission d'évaluation, ça se programme, ça se planifie, et vous mettez des mois pour réunir les questions. Aujourd'hui, il y a une urgence, mais c'est l'emploi des jeunes. Nous allons faire une évaluation crédible et indépendante qui sera remise au président de la République dans les plus brefs délais, puisque nous nous sommes multipliés en 10 pour lui donner le rapport dans les délais qu'il a souhaité avoir. Et lui-même, il en tirera les conséquences, mais pour modifier les structures, rationaliser, apporter des moyens au service public de l'emploi, rationaliser telle ou telle chose. Et je pense que nous sommes en train de le faire mener par des personnes qui ont une très, très, très longue expérience. Et je peux dire que j'ai eu l'honneur de regrouper les 40 personnes qui maîtrisent le mieux la question de l'emploi et de la jeunesse dans notre pays. Et que, pour vous dire quelque chose de très simple, nous sommes allés tellement loin que même les nouvelles dynamiques associatives sont prises en compte dans la politique de jeunesse pour savoir quel doit être le statut des associations. Est-ce qu'on doit avoir une politique nationale des associations? Comment accompagner les associations? Dans quel cadre? Donc, encore une fois, notre pays est en train de bouger. Et il faut bouger avec, et il faut être à l'écoute de ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, en ce qui concerne la commission d'évaluation, nous prendrons toutes les responsabilités pour justement porter l'action publique au fait de la réalisation, mais des ambitions
du président de la République et des bonheurs du peuple sénégalais. Okay. Pour rester au niveau de la jeunesse, à qui ces politiques-là d'emploi sont destinées, on a vu lorsqu'il y a eu des mouvements que des intérêts étrangers ont été attaqués. Oui. Ça incline à penser à une question: comment, on ne sait pas ce qui est derrière dans la tête de ceux qui se sont attaqués à ces intérêts-là, mais je veux dire, ça implique une question. Comment aujourd'hui trouver le juste milieu entre la protection, la nécessaire protection des intérêts étrangers et le soutien au privé national? Oui, c'est une excellente question. Ce que je voudrais d'abord dire, M. Nying, c'est que d'abord les slogans. Un slogan, il n'est pas fait pour réfléchir, mais il est fait pour mobiliser. Et tout ce qui est fait pour mobiliser est fait pour créer des malentendus, pour que des gens qui n'ont pas les mêmes raisons se retrouvent sur le même terrain d'action. Ouais. Mais c'est une question donc c'est pourquoi les slogans sont simples, mais ils sont complexes. Par exemple, si je prends le slogan « Mais Sénégal dégage », mais qu'est-ce que cela veut dire pour un Gambien? Parce que les Gambiens ont lancé le slogan « Sénégal dégage », la France, l'extrême droite, a lancé « Afrique dégage », et au Sénégal, nous avons lancé, il y a un mouvement qui reprend les mêmes refrains et les mêmes tons. L'idée, c'est que premièrement, vous ne savez pas ce que cela veut dire. Est-ce que ça veut dire en Gambie qu'il faut casser les boutiques des Sénégalais? Est-ce qu'il faut renvoyer les Sénégalais? Est-ce qu'il faut ainsi de suite, ainsi de suite? On ne sait même pas. Est-ce qu'il faut arrêter de parler Wolof? Ainsi de suite. Ou est-ce qu'il faut arrêter de laisser les militaires sénégalais traverser la Gambie ou être présents en Gambie? Donc, c'est une série de malentendus et ça ne donne pas à réfléchir. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez mieux que moi, si vous lancez un slogan comme ça, les autres peuvent lancer le même slogan. Et les comptes sont vite faits, chacun reste chez lui. Et le monde n'avance plus. Et la troisième chose maintenant, c'est sur les investissements directs étrangers. Il faut les protéger avec la plus grande fermeté. Quand l'État protège les intérêts étrangers, la sécurité des biens et des personnes, la main de l'État ne doit pas trembler. L'État doit rester fort et on doit être intraitable. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous le faites, vous protégez les intérêts étrangers, puisqu'il y a une concurrence internationale. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que la Chine est une puissance économique. C'est parce que tous les pays occidentaux se sont mis à se délocaliser en Chine. Et ça existe parce que la Chine a protégé les investissements étrangers, la Chine a un peuple discipliné, la Chine ne permet pas qu'on mette le feu dans les entreprises françaises qui sont installées délocalisées. Et c'est nous ce que nous sommes en train de faire et c'est que tous les pays qui ont envie de se développer sont en train de faire. Donc on fait appel à l'investissement direct étranger et on doit le protéger. Alors, une fois qu'on doit le protéger, qu'est-ce qu'on doit exiger en retour? On doit exiger en retour le transfert de technologie et organiser des relations de sous-traitance pour que justement les multinationales qui sont créées ici emportent dans leur sillage justement les petites et moyennes entreprises pour le plus grand bonheur mais des Sénégalais en termes de revenus et en termes d'emploi. Et ça, il faut le faire, ça peut se faire avec de la régulation, avec un centre de politique industrielle plus fort dans notre pays et qu'on ait une politique industrielle, mais comme la Chine a eu à l'avoir. Maintenant, ceci n'est pas incompatible avec le fait d'encourager notre secteur privé. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que sur la préférence nationale, il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a qu'une préférence communautaire. Parce que le Sénégal ne peut rien faire, rien, contre une entreprise malienne ou contre une entreprise burkinabé, parce que des entreprises sénégalaises gagnent des marchés au Mali et gagnent des marchés ailleurs. Donc si c'est fait pour exiger une préférence nationale, c'est peine perdue. Non, mais non. C'est même pas possible. La préférence qui existe est une préférence régionale. On peut, dans le cadre de la CEDEAO, mettre en place des barrières après de négociations avec l'OMC, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la direction n'est pas sur ce plan-là. Moi, personnellement, j'ai fait une étude il y a 2 ans pour l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, qui était comment faire pour faciliter l'accès des PME-PMI au Sénégal dans le code du marché public, mais qui est la problématique que vous posez. Donc, nous avons vu toutes les possibilités, mais déjà, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, dans le code, il y a 13 articles du code des marchés publics, mais qui favorisent les entreprises, mais de la sous-région, donc les entreprises sénégalaises.
il y a des moyens de les renforcer. J'ai publié des dizaines et des dizaines de pages, mais que j'ai remises à l'ARMP, avec des recommandations très claires sur ce qu'il faut faire pour augmenter la part du Sénégal. Ceci étant, pour conclure, pour le secteur privé sénégalais, il y a aussi une obligation. Mais c'est l'obligation d'investir leurs ressources dans des secteurs qui sont des secteurs qui peuvent développer le Sénégal. Quand on prend des ressources et qu'on investit la plupart de son patrimoine dans la spéculation immobilière, on comprend que ce n'est pas, que c'est moins favorable que de mettre son argent dans le développement d'industries électriques ou dans l'agriculture. Donc c'est un peu plus dans le sens là qu'il faut aller. Oui, pour le développement du secteur privé sénégalais, mais ne pas penser ni réfléchir en termes de conflit avec les investissements directs étrangers. Aujourd'hui, une entreprise comme Auchan, pour ne pas le nommer, travaille avec 1700 intermédiaires qui sont des Sénégalais, emploie des Sénégalais, avec des capitaux sénégalais. Donc, il n'y a que l'enseigne qu'on a accrochée. Et même, je vous fais une révélation, Auchan n'est pas une entreprise française. Je vous fais la révélation, Auchan appartenait à la CFAO, qui a été rachetée par les Japonais et par Toyota, et Toyota qui a repris, parce que moi, j'avais été invité, mais pour faire partie du membre conseil d'administration, mais du groupe Toyota dans le monde. Et il se trouve que c'est les Japonais qui l'ont acheté, qui ont laissé les noms français, parce que tout simplement, ils savent qu'il y a une tradition culturelle, historique entre le Sénégal et la France. Et c'est pourquoi ils n'ont pas voulu changer le nom des enseignes. Donc les prises de participation dans le capital, même pour acheter des enseignes et les accrocher, c'est plus complexe que ça. Et c'est la même chose, mais KFC, mais ça appartient à des Sénégalais. Donc sur ce point-là... Si on s'en prend à ces intérêts, on perd des emplois, on en détruit, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont aujourd'hui en chômage. Mais bien sûr, aujourd'hui, mais le bilan est très lourd. Et quand vous y mettez les 1700, moi, j'ai des amis et j'ai une famille, mais qui se trouve à Potou, mais qui fait des oignons. Les oignons étaient achetés par Auchan. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a tout un village, mais qui vivait de ça, qui ne va plus vivre de ça. Donc, il faut cela. Mais encore une fois, c'est la question de l'enracinement et de l'ouverture. Nous sommes ce que nous sommes, mais en étant ce que nous sommes, nous devons être plus que ce que nous sommes. Et c'est l'ouverture est capitale, et c'est la raison pour laquelle l'identité et la particularité, elle est un point de départ. Elle ne doit pas être un point d'arrivée, parce que tout simplement, notre vocation, c'est de nous ouvrir aux autres. Ce n'est pas des stratégies et des discours de repli qu'il faut avoir, c'est des discours de conquête et d'ouverture. C'est ça, être dans le temps du monde, et c'est ça, être au diapason, mais de l'avenir. Être au diapason, c'est aussi tenir compte des menaces sur la paix et la sécurité nationale aujourd'hui, avec la perspective d'exploitation de ressources pétrolières et gazières. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Le président de la République a évoqué la notion de frontière. Il a dit deux choses. Et ces deux choses ne sont pas contradictoires. Il a évoqué la notion de frontière pour évoquer des menaces. Et en même temps, il dit, mais écoutez, la frontière n'est pas comme s'il disait que le fleuve Sénégal n'est pas une ligne de démarcation et de séparation entre le Sénégal et la Mauritanie. Il dit que c'est un trait d'union entre nos deux peuples. Et c'est vrai, dans l'idée de rivage, il y a les deux choses. Il y a ceux qui partagent des rives, mais ceux qui partagent des rives, on les appelle des rivaux aussi. Donc c'est l'ambiguïté de la frontière. Dans la frontière, il y a les deux idées qui font que d'une part, nous sommes obligés de renforcer notre sécurité parce qu'il y a des flux et des déplacements et des mouvements de terroristes. Et moi, je suis très bien placé pour le savoir, parce que de 81 à 85, j'ai passé ma vie au Mali à négocier avec les groupes dont la plupart aujourd'hui occupent le pays. Donc la réalité du terrorisme, c'est une réalité, et moi, je sais de quoi je parle. La deuxième chose, c'est que quand vous avez des mouvements comme ça, les questions d'intérieur et d'extérieur ne sont plus aussi tranchées. Ce qui est intérieur est en même temps extérieur, parce que ce qui menace notre sécurité ici, c'est des gens qui se déplacent. Mais c'est comme l'histoire du Covid. Vous avez une contamination avec des virus, mais qui ignorent les frontières. Le terrorisme aussi ignore les frontières. Et moi, j'ai assisté il y a un an ou un peu plus, avec le ministre Bamba Ndiaye, paix à son âme. Nous avons été les seuls deux hommes politiques à assister à un procès qui a duré un mois et où
plus de 20 Sénégalais étaient allés se battre auprès de Boko Haram. Ils ont été lourdement condamnés, mais il fallait voir. Mais c'était des enfants qui ont fait leur tenue, leur réunion dans la banlieue de Dakar, dans les environs de Yoff et l'autre dans la région de Saint-Louis. Donc, vous voyez que les menaces sont réelles. Et il s'y ajoute maintenant qu'on a le pétrole et le gaz. Et ce qui laissera aucune puissance indifférente. Et nous allons être, nous, Sénégal, la cible de tous les intérêts économiques et qui vont armer, je veux dire, qui vont soutenir des politiques, des syndicalistes et tout un ensemble de choses pour justement avoir leur part de la manne pétrolière. Et je pense que sur ce plan-là, il y a quelque chose de très important à faire. Il y a une sensibilisation, il y a bien sûr la question de la sécurité et du renseignement, et encore une fois, ça me paraît essentiel. Aujourd'hui, nous avons un redéploiement géographique. Quand vous entendez le discours du président et que vous avez une culture militaire comme moi qui suis né dans l'armée, vous comprenez vite ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a un redéploiement géographique, on n'est plus aux 4 zones militaires qu'on avait. Il y a la création de bataillons de reconnaissance et d'action sur le long du territoire. Et en même temps, il y a tout un ensemble de modernisation des moyens de surveillance. Mais ce qui reste et ce qui doit être le plus développé, à mon avis, c'est de faire du citoyen sénégalais lambda le centre des renseignements et le centre de l'information sensible. Il faut que l'esprit de vigilance pénètre en chaque Sénégalais pour que chaque Sénégalais puisse reporter à son chef de quartier, qui reporte aux autorités de droit les mouvements suspects ou les présences suspectes dans un pays. Et je pense que c'est cet aspect qui reste et il faut encore le développer pour que nous ayons plus d'informations, pour que nous avons le renseignement. Encore une fois, le renseignement, deuxièmement le renseignement, troisièmement le renseignement. C'est le renseignement interne et externe qui nous permettra de maîtriser la sécurité dans notre pays. Très bien. Merci beaucoup, El Hadj Ibrahima Sall. Nous arrivons au terme de cet entretien. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Notre invité, Ibrahima Sall, était donc revenu sur les questions de politique d'emploi et de jeunesse, mais aussi de la construction de l'unité nationale, objet du discours du président de la République à l'occasion de ce 4 avril. Merci beaucoup à tous et bonne fête de l'indépendance.